Je voudrais juste, si vous me le permettez, rapidement introduire Nick Boumba, qui est le coordonnateur national du programme national de formation métier de la ville, un des instituts d'ancrage de l'Académie de CGU Afrique, basé au Cameroun, et avec lequel nous avons déjà eu l'honneur de faire une formation à Yaoundé sur la coopération décentralisée. Soyez le bienvenu avec notre profonde gratitude, Nick. Vous avez la parole. Merci. Très bien, merci. Alors, Fernando, you have the floor. Non, je te donne la main pour que tu partages. D'accord, Nick, merci. Ok, d'accord. Ben, écoutez, la communication que je fais est basée sur l'évolution de la coopération décentralisée, notamment dans les partenariats Nord-Sud, aux partenariats horizontaux. Il faut comprendre en réalité que c'est un choix qui voudrait justement que nous plantions le décor en ce qui concerne la coopération décentralisée en Afrique. Et évidemment, c'est pour ça que nous commençons par faire cet historique-là, de cette évolution, d'abord sur des partenariats Nord-Nord et ensuite sur les partenariats Nord-Sud et enfin Sud-Sud, ce qui est donc ce qu'on va appeler les partenariats horizontaux. De quoi s'agit-il? Il faut comprendre que dans les années 40, hein, ça c'est après la guerre, la Première Guerre mondiale et bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu cette motivation à intensifier les liens entre les pays, mais à travers les collectivités territoriales décentralisées. C'était plus facile comme ça, parce que rétablir les rapports entre les États était un peu plus compliqué. Donc, le touchement des collectivités était plus facile et c'est ce qui a été fait dans ces années-là. Et puis maintenant arrivent les années de solidarité. Dans les années 80, avec le renforcement des capacités, de la coopération impliquant donc ce que les villes et les sociétés civiles participent à cette nouvelle forme de coopération. On a vu, par exemple, créer actuellement la commission sur le renforcement des capacités de CGLU. Il y a Platforma, il y a un projet d'EFCO au niveau de l'Union européenne. Et au niveau du Sud, donc Sud-Sud, des échanges techniques dans les années 90 qui ont donc abouti justement à magnifier cette forme de coopération-là entre les collectivités. Et à Nairobi, en 2009, il y a eu toute une conférence de haut niveau des Nations Unies où on avait des États qui ont participé, le Brésil, Corée, Afrique du Sud, Turquie et Chine, qui étaient des acteurs ou alors des actrices émergents. D'ailleurs, même dans la coopération entre États, ces États-là, c'est des États émergents qui ont joué un rôle très important dans la coopération. On peut avancer? Alors, non? Il y a un souci? Je ne t'entends pas, Fernando. Si vous avez des autres diapos, Nick, vous pouvez partager vous-même. D'accord. Je vais donc partager moi-même. Merci. Merci. Super, merci. Voilà. Donc, et on arrive donc dans cette évolution-là, nous ne pouvons pas avancer sans faire une définition. C'est vrai que tout à l'heure, on a vu toutes ces définitions-là, mais il faut comprendre que la coopération décentralisée est définie comme un mode de coopération transnationale au développement comprenant donc toutes les relations d'amitié, de jumelage ou de partenariat nouées entre les collectivités locales d'un pays et celles d'un autre pays, mais qui sont équivalentes. C'est des actions qui visent à promouvoir un développement plus participatif, hein, qui répondent aux besoins, aux initiatives des populations des pays en développement, avec une contribution à la diversification, au renforcement des sociétés civiles. Il faut voir, on insiste sur ces aspects pour qu'on comprenne effectivement que la coopération décentralisée a évolué et a atteint un niveau où nous pouvons appeler une coopération de développement. Donc, elle permet de rapprocher les hommes, elle est basée sur des relations personnalisées, c'est des lieux d'échange, c'est des rencontres
J'aime à dire que c'est des lieux du donner et du recevoir, parce que quand on va en coopération décentralisée, on donne et on reçoit. C'est des échanges. Elle favorise la connaissance mutuelle des partenaires, elle instaure une solidarité et suscite le dialogue entre les cultures. Donc, elle a été initiée de manière très simple à travers les jumelages. Donc, en 1956, donc, on a donc ces jumelages-là qui peuvent encore appeler aujourd'hui la coopération décentralisée de papa et de maman. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai dit, donc, ces jumelages entre villes françaises et villes allemandes ont été mis en place pour favoriser la paix et la réconciliation. Les municipalités d'Europe occidentale ont également utilisé le jumelage pour établir des partenariats avec les autorités locales dans les pays en développement lors de la période de décolonisation. On va dire que face aux grands événements dans le monde, les collectivités locales avaient leur rôle à jouer. D'ailleurs, elles ont toujours ce rôle à jouer. Avec les indépendances en Afrique, qui se situent dans les années 60, il y a eu une volonté de s'impliquer dans la solidarité nord-sud. De taille humaine, les collectivités pouvaient donc contribuer au mouvement vers la démocratie au sud, comme à l'est. C'est vrai qu'on peut dire au mouvement vers la démocratie, mais j'ai envie de dire au mouvement vers la participation du plus grand nombre et donc des populations au sud comme à l'est. Les jumelages de coopération apparaissent alors. Depuis 2002, UBAC est le programme de coopération territoriale européen. Là, on est dans l'historique, qui vise donc à encourager le développement urbain intégré et durable dans les villes et États membres de l'Union européenne, de Norvège, de Suisse. C'est un instrument de la politique de cohésion qui est financé par le Fonds européen de développement régional et les États membres. Son objectif est d'élaborer des solutions pour faire face aux grands enjeux urbains. Pour ce qui est des partenariats nord-sud dans les années 80, il y a donc une augmentation de manifestations de solidarité des sociétés civiles. Je sais que beaucoup de participants, ou alors la plupart des participants qui sont ici, viennent des pays africains. Et tout le monde sait que dans les années 80, même dans les années 90, même 2000, il y a eu cet engouement-là vers la coopération décentralisée, qui fait donc que l'Afrique subsaharienne est au cœur de ce mouvement de solidarité qui s'est beaucoup intéressé comme les associations de développement de l'époque. Le jumelage des villes évolue donc vers la création des espaces de renforcement des capacités impliquant différentes actrices ou différents acteurs en vue de promouvoir des meilleures stratégies de développement. Alors, quelle est la valeur ajoutée ou alors sur quelle base était axée sur cette forme de coopération? Elle a ceci de particulier qu'elle est axée sur le renforcement mutuel des acteurs du Nord et du Sud, à travers donc notamment le renforcement des capacités par la confrontation des visions et des échanges de savoir. C'est toi qui l'as dit. Donc, c'est des pratiques et expériences pédagogiques, méthodologiques, politiques, alimentation, du travail en termes de contenu. Et on va dire également qu'elle préconise le partage des points de vue, des analyses sur des problèmes communs. C'est des regards croisés qui permettent d'examiner ensemble comment aborder un certain nombre de problèmes et y trouver des solutions ou alternatives pertinentes, surtout durables. Et le travail en réseau a ces sites particuliers parce que c'est des réseaux, réduit le risque de dépendance financière et instrumentalisation entre le Nord et le Sud. Donc, nous partons d'une coopération qui était axée jusque-là dans un modèle où les pays du Sud allaient demander, entre guillemets, demander de l'aide, ce qui impliquait donc que les collectivités du Nord qui donnaient de l'argent, pouvaient imposer et les actions qui doivent être menées et même les résultats qui doivent être atteints. On part donc de là pour aboutir à ce que cette dépendance financière ne soit plus de mise et que l'instrumentalisation, bien sûr, soit une exception. La coopération Sud-Sud, donc, pour ce qui est de la coopération Sud-Sud, devient donc un véritable essor dans les années 90. Et le partage mutuel, l'échange des solutions de développement stratégique, connaissance d'expérience. Il y a la popularité tout d'abord sur la Convention de Lomé de l'Union européenne en 90, qui ont été renforcées.
il y a cette conférence des Nations Unies de haut niveau de Nairobi dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vise donc à présenter la coopération sud-sud comme la création à l'échelle régionale de marchés communs et d'unions douanières, la mise en place de cadres institutionnels et réglementaires ainsi que des réseaux interétatiques de transport et de communication. Je vais prendre des exemples. Moi, au niveau de l'Afrique centrale, effectivement, on a vu naître, ou alors Afrique de l'Est, de l'Ouest et Afrique centrale, un ensemble de coopérations décentralisées basées sur des échanges d'expériences. Je pense à la ville de Ouagadougou et à la ville de Douala au Cameroun. Il y a même eu une autre expérience, Douala, Ouagadougou et N'Djamena, ou Bangui, sur des problématiques d'adressage, de collecte de l'impôt local. C'est des expériences très riches qui ont été soutenues par l'IMF, qui montrent effectivement qu'au niveau de la coopération sud-sud, il y a des choses à partager et des choses à vivre. Quand nous arrivons donc on continue avec cette évolution, on se rend compte que la promotion du développement est le volet le plus important dans cette coopération sud-sud. Les formes traditionnelles de coopération, commerce, investissement et partage de technologies sont toujours pertinentes et florissantes, mais de nouvelles approches se font jour et contribuent à modifier le paysage du financement du développement. Parce qu'il faut se le dire, il y a également le volet du financement du développement. La recherche des solutions susceptibles de mettre fin à la dépendance à l'égard des mécanismes financiers établis de longue date bat son plein. On a des contrats bilatéraux d'échange de devises, de fonds d'affectation spéciale, ainsi de suite. Nous pensons également que cette coopération décentralisée, verticale, quand je parle de verticale, c'est nord-sud, qui se caractérisait par l'instauration de relations sur la base du financement. Donc, elle a évolué et on a maintenant ce qu'on va appeler la coopération décentralisée horizontale, qui désigne donc des relations égales. Elles ne sont plus inégales, elles sont maintenant égales et permettent justement à ce que les tenants et les aboutissants, ou alors les offreurs et les donneurs, les gens qui sont dans le marché de la coopération, soient perçus de manière égalitaire et offrent ou alors et achètent, entre guillemets, de manière égalitaire les projets des uns et des autres. Donc, le but de cette coopération décentralisée est de favoriser un processus de développement, j'allais dire équitable, en s'appuyant sur des processus, l'amélioration de l'élaboration, la mise en œuvre des politiques publiques, la gouvernance locale, la capacité des gouvernements locaux à garantir des services adaptés aux besoins. Il y a effectivement beaucoup d'exemples. Il y a la plateforme locale Med au Maroc, qui vise notamment à améliorer la qualité de vie des citoyens à travers le renforcement des politiques publiques locales qui contribuent à la cohésion sociale. Je voudrais également dire que la coopération, les partenariats horizontaux qui ont rompu avec la logique verticale nord-sud, sont effectivement encouragent l'émergence des partenariats non financiers entre pairs. On échange désormais entre pairs. Ça veut dire qu'en fait, les collectivités qui sont dans le marché de la coopération décentralisée sont des pairs, sont égales. Ça favorise donc des activités d'apprentissage entre pairs, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre ces partenaires. Nous avons des réseaux qui sont nombreux, Med-Cité pour l'environnement, la Commission méditerranéenne de Eurocité, l'Arc latin pour les départements, la Commission interméditerranéenne de la coopération des régions. Je voudrais également dire, pour ce qui est d'un exemple au niveau de l'Ouest africain, il y a au niveau de l'UEMOA tout un organisme justement qui... le nom vient de m'échapper là, qui joue ce rôle-là, qui joue justement un rôle de réseau pour les collectivités de l'UEMOA. Et d'ailleurs, cet organisme a voix consultative au niveau de l'UEMOA. Donc, nous voyons là que la coopération décentralisée a évolué. Elle est passée des simples jumelages de l'après-guerre pour favoriser le retour de la paix. Nous avons eu des coopérations nord-sud beaucoup plus verticales. Nous avons eu des coopérations sud-sud et nous avons maintenant ce qu'on appelle des coopérations décentralisées horizontales, dont l'importance permet justement à ce que nous n'allions plus dans la coopération dans le cadre de l'aide publique au développement,
mais dans le cadre de l'apprentissage entre pairs, entre gouvernements locaux et régionaux. Les réseaux qui sont nombreux, qui sont donc créés à cet effet, favorisent cette activité-là et permettent justement à ce que toutes les collectivités se sentent égales, se sentent des pairs quand elles s'en vont à la coopération décentralisée. Voilà ce que je pouvais dire de cet exposé que j'avais à faire et que je fais avec beaucoup de plaisir. Et nous sommes ouverts pour continuer des échanges. Je vous remercie. Merci.